Bonjour, c'est la troisième vidéo sur notre mini-série sur la blockchain. Et cette fois-ci, on a fait les deux premières sur les principes généraux et puis les principes plus avancés, plus détaillés sur la blockchain et sur son usage dans les crypto-monnaies. Maintenant, on va regarder les usages. Et les autres usages, justement, on ne va pas parler de crypto-monnaies, on va parler d'autres usages peut-être plus vertueux, plus globaux, avec un intérêt plus global pour notre société. Jingle! Alors, l'objectif, hein, on l'a vu, hein, c'est d'aller traiter des applications d'entreprise et puis d'une façon plus globale. Donc on va rentrer justement dans ces types d'usages et dans d'autres façons d'utiliser la blockchain. Alors, qu'est-ce que ça peut transformer, la blockchain? Bah déjà, il y a cette notion de confiance, hein. Passer d'une confiance en un tiers de confiance, c'est-à-dire centralisé, à une confiance dans le protocole et dans les mathématiques et dans un cadre distribué. Ensuite, il y a l'efficacité, hein. On n'en a pas beaucoup parlé, et je ne vais pas beaucoup en parler, mais il y a cet aspect d'automatisation des processus, de réduction des délais et des erreurs humaines, et puis on peut aller loin avec les fameux smart contracts. Il y a la transparence, la visibilité accrue sur les transactions et sur les flux de données. Donc tout ça, tous ces avantages, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir appliquer dans des cas vraiment différents. On va essayer justement de les retracer par des use cases différents. La sécurité, évidemment, je pense que le fondamental qui est derrière la blockchain, c'est l'aspect crypto et l'aspect sécurité. C'est bien pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. Et puis effectivement, bah, il y a des aspects autour des modèles d'affaires. C'est la création de nouvelles économies de partage avec des modèles de fonctionnement qui sont différents sur des plateformes décentralisées et puis de ce qu'on va identifier comme de la tokenisation d'actifs. J'essaierai de le détailler un peu plus. Donc on va faire des focus sur des cas d'usage très concrets. Le premier qu'on va voir, c'est la gestion d'une chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle une supply chain en anglais. On va voir qu'effectivement, bah, ça a des applications directes, très concrètes, pour le coup, pour l'entreprise. Donc on va essayer de rentrer un peu plus dans ce cas d'usage. Ensuite, on va voir le cas des dossiers médicaux et de santé, c'est-à-dire avoir un petit peu tout l'historique de ce qui est du dossier médical d'une personne, mais en gardant la possibilité vraiment de l'apport de la sécurité sur ce sujet. Alors ça, c'est un use case aussi bien particulier, qui est plus global, plus général et plus sociétal. Ensuite, encore un usage pour la société plus global, les systèmes de vote électronique. Quand on a vu tous les défis que ça pouvait amener, et par exemple toutes les problématiques que ça a posées aux États-Unis, par exemple, et puis d'un point de vue presque politique pour le coup, c'est extrêmement important de se dire oui, la blockchain peut apporter des solutions pour pouvoir traiter correctement un vote électronique. Ensuite, c'est un sujet que j'ai déjà traité, mais qui est extrêmement important, la gestion de l'identité numérique. Enfin, on s'approche, effectivement, je vais essayer d'en traiter 6 hein, des use cases. On a un cas bien particulier, moi, que je trouve assez séduisant, la notion de transaction et les problématiques immobilières de transmission des titres de propriété et de transactions immobilières. Et le dernier qu'on va voir, c'est la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Et celui-ci, il est super intéressant. Alors, on les prend un par un. Notre fameuse supply chain. Donc le problème, c'est souvent difficile de savoir exactement d'où vient un produit. Donc là, on va parler de traçabilité, on va parler d'historisation de la traçabilité, et de savoir par quelle étape il est passé ce produit, de savoir quelles sont les différentes opérations qu'on a pu avoir dessus, et si toutes ces informations, origine, conditions de fabrication, date de préemption, elles sont exactes et qu'elles n'ont pas été falsifiées. Bah, vous l'avez bien compris, la blockchain, ça va vraiment permettre de pouvoir adresser cette problématique. Donc cela concerne tout, des aliments aux produits de luxe en passant par les médicaments, tout. Effectivement, on peut avoir l'utilisation de la blockchain pour sécuriser ce genre de choses. Donc le concept, c'est s'appuyer sur la transparence de la blockchain, tous les participants autorisés, les distributeurs, les transporteurs et même les consommateurs avec un QR code peuvent voir l'historique complet du produit, la traçabilité, donc ils peuvent voir l'enchaînement
de toutes les opérations qui ont été faites sur le produit. Par exemple, un rappel de produit alimentaire, ça serait très facile à détecter. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. L'authenticité, donc effectivement, hein, ça devient presque impossible de falsifier les informations qui sont associées parce qu'on s'appuie sur la crypto. Donc comment la blockchain, elle aide ? Imaginez que chaque étape de vie du produit, ça soit enregistré comme un bloc dans une blockchain. Chaque fois que le produit change de main, qui passe d'un interlocuteur, d'un acteur à un autre acteur, ou qui subit une transformation, on crée une nouvelle entrée dans la blockchain. Donc, un exemple concret, imaginez, hein, savoir que le café que vous buvez vient bien d'une ferme éthique au Brésil, hein, sans intermédiaire, douteux, sans retraitement, sans raffinage non voulu, et ainsi de suite, et vérifier, ou alors effectivement vérifier que votre médicament, c'est pas une contrefaçon, que vous avez bien récupéré le bon médicament que vous vouliez. Donc, on parle de choses voilà, j'essaye de montrer qu'on parle de choses qui sont très concrètes et qui ont une vraie valeur pour la société, mais typiquement dans des enjeux qui sont aussi des enjeux de société. Parce que la société qui le met en place, elle propose de la valeur supplémentaire, de la valeur par la traçabilité et par la transparence. Alors, notre fameux dossier médical et puis les problématiques de santé. Donc le problème, les dossiers médicaux sont souvent très fractionnés. On va voir tel ou tel spécialiste à tel endroit. On peut peut-être aussi nous-mêmes avoir changé souvent de médecin et ainsi de suite. On va il y a donc des morceaux qui sont stockés dans des hôpitaux différents, des cabinets différents. Ça rend compliqué le partage sécurisé de l'information avec les professionnels de santé. Le patient, il a peu de contrôle sur ses propres données, finalement, parce qu'il ne sait pas ce qui est resté, ce qui reste de lui, des informations qui restent de lui, et où est-ce qu'elles restent. Il n'y a pas de garantie de savoir qui c'est qui les a accédées, ni quoi que ce soit, parce que dans cette blockchain, on va pouvoir aussi tracer les accès sur cette donnée. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, oui, t'es gentil avec ton use case, mais en gros, si la compagnie d'assurance, elle accède à toutes les données, moi, ça m'intéresse pas. Bah oui, mais justement, dans la blockchain, on va y stocker les données et l'accès des données. Donc potentiellement, là, on vient prouver et on vient certifier que cette preuve est réelle au patient, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a accédé à ces données sans que ce soit géré correctement. Ça va passer par de l'open source, parce qu'il va falloir que le code qui permette de le faire soit un code qui soit accessible et auditable par tout le monde. Quand même. Donc le concept, contrôle du patient, le patient est le seul à donner l'autorisation d'accès à ces données, il peut décider quel médecin, quel hôpital, quel chercheur peut consulter telle ou telle partie de ces données. En plus, effectivement, on va pouvoir faire du fractionnement de la blockchain sur différents types de blockchain avec des niveaux d'accès qui sont contrôlables. Sécurité et intégrité, les données sont cryptées, immuables. Une fois enregistrées, elles ne peuvent pas être modifiées sans laisser de traces, ce qui garantit leur intégrité. Le partage sécurisé, les professionnels de santé autorisés peuvent accéder rapidement aux informations pertinentes, et mine de rien, quand on a un accident grave, se dire, tiens, finalement, toutes mes informations, elles vont être récupérables dans des conditions où il n'y a pas de falsification possible. Alors comment la blockchain, elle aide ? Chaque patient pourra avoir un dossier médical numérique sécurisé sur une blockchain. Une ou plusieurs blockchains, d'ailleurs. Et les exemples concrets, un patient arrive aux urgences inconscient, c'est ce que j'étais en train d'évoquer, les médecins peuvent, avec une autorisation d'urgence, accéder. Alors effectivement, là, on parle quand même d'acteurs de confiance. Pour que ça puisse fonctionner, il ne faut pas que la blockchain, il faut des acteurs de confiance qui utilisent cette blockchain. C'est déjà des systèmes qu'on est capable de mettre en place, on le voit avec nos cartes de sécurité sociale et toutes les mécaniques associées. Donc il faut effectivement bien comprendre qu'on parle d'acteurs de confiance. Et je rajoute, utilisant du code auditable. Donc accéder à son historique médical crucial, allergie, traitement en cours, pour lui prodiguer les meilleurs soins, alors même qu'il ne peut pas répondre. Notre système de vote électronique. Alors, le système de vote traditionnel peut être sujet à des fraudes, à un manque de transparence, et même quand il n'est pas électronique, hein, on le voit, le dépouillement, c'est un exercice compliqué, il est parfois difficile de garantir que chaque vote est compté correctement, et on le voit, ça devient des problématiques gravissimes internationales, et puis on a vu, des élections peuvent être complètement faussées, truquées. Donc l'objectif, c'est bien de garantir que votre vote, il est bien compté correctement et qu'il n'y a pas de manipulation. Donc les concepts transparence et vérifiabilité,
Chaque vote est enregistré de manière anonyme mais vérifiable. N'importe qui peut vérifier que son vote a bien été enregistré et que le décompte final est exact, sans pour autant savoir comment les autres ont voté. L'immuabilité. Une fois qu'un vote est enregistré, il ne peut pas être modifié ou supprimé. Donc le bourrage d'urne, c'est pas possible, et la suppression de bulletins dans une urne, c'est pas possible. Sécurité, la nature décentralisée de la blockchain rend le système très résistant, parce qu'effectivement, il va pas y avoir il n'y a pas un acteur de confiance, il y a une chaîne, un web of trust qui est mis en place, et du coup, les tentatives de piratage vont être extrêmement compliquées. Et là, pour le coup, on peut même avoir des mécanismes sur lesquels certains des acteurs de confiance peuvent être dans le cadre de l'ONU, en espérant qu'on reste encore avec un mode de fonctionnement international qui considère encore cette structure comme solide, qui pourrait potentiellement pouvoir observer, devenir l'observateur d'un vote dans un pays où il y a des problématiques démocratiques. Alors comment la blockchain, elle aide ? Chaque vote est enregistré comme une transaction sur une blockchain. Encore une fois, voilà, c'est l'application directe de la blockchain. Alors, un exemple concret des élections nationales où les citoyens peuvent être sûrs de leur voix et que leur voix compte et que le résultat, il est légitime et qu'il n'y a pas d'usurpation quelconque qui soit possible. Et puis, ou des votes internes à une entreprise ou une association aussi, ça permettrait potentiellement de faciliter la mise en place des votes dans les entreprises. Alors, ça existe déjà, hein, on va être très clair. Hein. L'identité numérique et la gestion de l'identité numérique. Donc notre problème, nous utilisons de multiples identifiants, des mots de passe, des cartes d'identité, des permis de conduire, et nous devons constamment prouver qui nous sommes en ligne, souvent en confiant nos données personnelles à des tiers. Cela pose des problèmes de sécurité et de confidentialité. Alors là, on va voir qu'effectivement, il y a déjà les PKI qui permettent de faire des choses sur ce genre, sur l'aspect identité numérique, mais la blockchain aussi, elle a de l'intérêt. Contrôle de l'utilisateur, vous êtes le seul propriétaire de votre identité numérique, vous décidez quelles informations partager avec qui, moins de dépendance aux tiers, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la PKI c'est quelque chose de centralisé, la blockchain c'est quelque chose de décentralisé. Au lieu de confier vos données à des grandes entreprises, vous pouvez prouver votre identité directement sans intermédiaire parce que vous êtes un nœud de cette blockchain. Vous devenez un élément existant au travers de cette blockchain. La sécurité renforcée, les informations sont cryptées et stockées de manière sécurisée. Alors comment la blockchain aide ? Chaque individu pourrait avoir une identité numérique souveraine stockée sur la blockchain et non pas forcément sur une PKI. Alors un exemple concret, au lieu de remplir un formulaire avec toutes vos informations personnelles, pour un nouveau service en ligne, vous pourriez simplement prouver que vous avez plus de 18 ans ou que vous résidez dans un pays sans révéler votre date de naissance exacte ou votre adresse complète. Donc c'est en ça que c'est très intéressant. Un cas un peu différent, mais que j'aime bien, l'immobilier et le transfert d'un titre de propriété, et toute la mécanique d'échange de titres de propriété. Donc le problème, l'achat, la vente de biens immobiliers, c'est ces processus qui sont longs, et ça, toute personne qui a déjà acheté ou vendu une maison ou un appartement le sait, c'est coûteux, c'est complexe, ça implique des intermédiaires dans tous les sens, des notaires, des agents immobiliers, des banques, et ça génère aussi énormément de paperasse. Les registres fonciers, ils peuvent être obsolètes, effectivement, et c'est ce qui rend compliqué, et c'est ce qui vient rendre les délais pour le transfert de propriété compliqués, ou sujets à des fraudes dans certaines régions du monde, alors pas dans nos pays évidemment, mais ça existe. Le concept qu'on va mettre en œuvre, et qu'on veut mettre en œuvre, c'est la transparence et la sécurité. Encore une fois, chaque transaction immobilière est enregistrée de manière immuable et transparente. Vous voyez, on retrouve tout le champ sémantique qu'on a vu jusqu'à présent pour parler de la blockchain. Il n'y a plus de doute sur qui est le propriétaire légal du bien. Il y a une réduction des coûts et des délais, moins d'intermédiaires, moins de paperasse, ça signifie des transactions plus rapides et moins chères. Et puis il y a une prévention de la fraude, il est impossible de falsifier un titre de propriété qui serait enregistré dans une blockchain. Donc si on synthétise, comment la blockchain aide ? Le titre de propriété, maison, terrain, peuvent être enregistrés sur une blockchain. Un exemple concret, je veux acheter ou vendre une maison en quelques jours au lieu de plusieurs mois, avec une confiance totale dans la légitimité de la transaction et que tout le monde va même pouvoir vérifier. Je vais pouvoir présenter de façon globale le fait que je suis propriétaire. Là, j'ai parlé de propriété, donc je peux aussi parler de propriété intellectuelle. Ce qui est applicable pour un bien tangible peut être aussi applicable pour un bien
intangible, une œuvre d'art, quelque chose que effectivement je veux protéger par mes droits d'auteur. Donc le problème des artistes, des musiciens, des écrivains ou un inventeur, ils ont souvent du mal à prouver la paternité d'une réalisation, d'une œuvre ou d'une invention, et ils veulent protéger leurs droits d'auteur. Et maintenant, effectivement, avec l'ère du numérique, où le contenu peut être copié autant de fois qu'on veut, et ben potentiellement, ça devient relativement important de pouvoir prouver cette légitimité sur l'origine de l'invention ou de la création. Donc la preuve, les concepts, la preuve d'existence et la paternité. Donc en enregistrant une œuvre sur la blockchain, vous créez une preuve irréfutable de son existence à une date et une heure précise qui prouve que c'est bien vous qui avez l'antériorité sur le sujet. L'immuabilité, cette preuve ne peut pas être modifiée ou supprimée. Gestion des redevances. Donc là, c'est là où on va voir aussi l'utilisation des smart contracts. Alors je vais pas le détailler, hein, qui peuvent être utilisés pour automatiser le paiement des redevances aux créateurs chaque fois que les œuvres sont utilisées ou vendues. On pourrait faire une vidéo sur les smart contracts et je vais pas le faire. Alors comment la blockchain aide? Une œuvre va être du type musical, image, texte, invention, un intangible quelconque. Il va pouvoir être horodaté sur la blockchain, avec l'identité de la personne qui a provoqué cet horodatage. Donc je vais en rester là pour cette vidéo, et puis on va effectivement regarder les défis, les risques et les enjeux dans la prochaine vidéo. Au revoir.